Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast où l'on parle de santé mentale et de tous ces sujets qui façonnent notre quotidien. Et aujourd'hui, je vais vous amener avec moi dans un sujet qui, en 2025, me paraît incontournable, l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent dans les médias, dans les discussions qu'on peut avoir avec nos proches, avec nos collègues, enfin dans la vie de tous les jours, et parfois même juste dans nos propres pensées. Cette inquiétude, du coup, qui émerge face à l'avenir de notre planète, face à l'effondrement annoncé de la biodiversité, au réchauffement climatique, aux catastrophes naturelles qui se multiplient et qui finalement peut devenir à part entière un trouble anxieux chez certaines personnes. Mais au-delà de l'idée générale, on va se questionner autour de ce podcast sur ce qu'est l'anxiété exactement, comment elle se manifeste, est-ce que c'est un trouble reconnu aujourd'hui, est-ce que c'est une peur irrationnelle ou au contraire une réaction qui est tout à fait normale face à la réalité, et surtout on va voir aussi que faire de ces émotions quand elles nous envahissent et quand elles deviennent parfois handicapantes dans le quotidien. Donc on va essayer de répondre à tout cela ensemble en explorant la naissance du terme, ce que nous disent les études comme d'habitude, les symptômes les plus fréquents et bien sûr les ressources qu'on peut mobiliser pour transformer cette anxiété en moteur plutôt qu'en fardeau et pour pas la laisser altérer notre qualité de vie. Alors pour commencer, je vais replacer un petit peu le contexte. Il faut savoir que le terme éco-anxiété, il est relativement récent, mais finalement les inquiétudes qu'il recouvre existent depuis bien plus longtemps que ces dernières années. Dès les années 1970, avec les premiers rapports scientifiques qui alertaient sur la pollution atmosphérique et sur les limites de la croissance économique, certains chercheurs avaient déjà pointé l'impact psychologique possible des crises environnementales. Pourtant, c'est véritablement environ dans les années 2000, il me semble, que le terme éco-anxiété a commencé à circuler dans la littérature scientifique, notamment dans les études qui étaient plutôt d'origine nord-américaine, donc États-Unis, Canada et anglophone, donc Grande-Bretagne, et aussi donc dans le débat public. Il a ensuite été popularisé dans les années 2010, en parallèle du coup de l'accélération des catastrophes climatiques visibles que sont bien évidemment les incendies massifs. Donc on l'a bien vu encore cet été 2025, les nombreux feux de forêt qui ont touché la France, mais pas seulement, hein, aussi d'autres pays d'Europe, les canicules records, la montée des eaux et l'effondrement aussi de certaines espèces animales. Aujourd'hui, au-delà du terme d'éco-anxiété, on parle même d'éco-détresse, voire d'un autre terme qui vous est peut-être pas encore familier, qui est le thème de solastalgie, c'est-à-dire la nostalgie et la tristesse qui, qui est liée à la dégradation de son environnement proche. On peut aussi parler, et c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu, d'angoisse climatique. En tout cas, tous ces mots, ils essaient de mettre en forme une réalité émotionnelle qui touche de plus en plus de personnes et qui est directement liée à l'environnement dans lequel on vit. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par éco-anxiété? Eh ben, l'APA, donc l'American Psychological Association, définit l'éco-anxiété comme une peur chronique d'un désastre environnemental qui est directement lié au changement climatique et à leurs conséquences. Mais ce qui est important de noter, c'est que aujourd'hui, en 2025, ce n'est toujours pas un diagnostic officiel, c'est pas une maladie mentale répertoriée dans le DSM-5 par exemple ou dans la CIM-10, donc qui sont les outils de diagnostic aujourd'hui en santé mentale. L'éco-anxiété, elle se situe plutôt à l'intersection entre une émotion et une réaction d'adaptation et en même temps un malaise collectif, on pourrait dire un malaise même sociétal. C'est une réponse logique, l'éco-anxiété, mais aussi compréhensible face à une menace qui est bien réelle, malgré les éco-sceptiques, ceux qui vont prétendre que c'est des cycles et que tout est normal.
aujourd'hui, dans la revue scientifique, dans tout ce qui va être évalué par la communauté scientifique, on a suffisamment de preuves pour montrer qu'il s'agit bien d'une menace réelle. En fait, pour dire ça autrement, si vous ressentez de l'anxiété en pensant au futur de la planète, au futur des espèces animales, au futur de l'environnement dans lequel vous évoluez et dans lequel vos, vos descendants vont évoluer aussi, que ce soit vos enfants, vos neveux et nièces ou autres, bah, ça ne veut pas dire que vous êtes fragile ou anormal ou vulnérable par rapport à votre santé mentale, mais c'est juste plutôt une question de lucidité face à une menace qui existe et à des problématiques qui n'ont jamais été aussi réelles qu'aujourd'hui. Le problème, en fait, c'est quand cette lucidité, eh bien, elle devient envahissante au point de vous empêcher de vivre pleinement le moment présent, voire d'altérer votre qualité de vie sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan matériel, de vie de famille, vie professionnelle, etc. L'éco-anxiété, elle peut prendre différentes formes qui vont, par exemple, de la simple préoccupation passagère. Par exemple, on voit qu'il y a des feux de forêt très proches de chez ses grands-parents, admettons, et on se dit punaise, ils sont vulnérables. Est-ce que leur maison va prendre feu? Est-ce que ça va s'arrêter avant? Et donc, on va avoir cette préoccupation et de se dire non, mais c'est vraiment grave ce qui se passe, ça augmente, il y en a de plus en plus, c'est de plus en plus grave, etc. Mais ça peut donc aller de cette préoccupation passagère à une véritable détresse émotionnelle. Et parmi donc les symptômes les plus fréquents, on va retrouver eh bien des ruminations incessantes, c'est-à-dire l'impression d'être obsédé par les questions climatiques au quotidien, dans chaque fait et geste, dans chaque temps passé à vivre, on va avoir des ruminations. Des troubles du sommeil qui peuvent être liés à des inquiétudes nocturnes à ce sujet. Un sentiment d'impuissance, donc d'être trop petit pour changer quoi que ce soit, par exemple, ou que c'est déjà trop tard aussi. Ça peut être un sentiment d'impuissance de cet ordre-là. C'est trop tard. De toute façon, c'est pas ce que je vais faire à mon échelle qui va changer les choses. Donc vraiment cette notion de fatalité et d'impuissance. Il peut y avoir aussi de la culpabilité de consommer, culpabilité de prendre la voiture, de prendre l'avion, d'acheter quelque chose, un emballage plastique, de manger un produit qui n'est pas d'origine naturelle, par exemple, ou la culpabilité aussi de ne pas faire assez. Sur le plan corporel, on peut aussi observer des tensions, de l'agitation, une fatigue importante. Et puis, bah, bien évidemment, sur le plan émotionnel, on va observer de la tristesse, de la colère, voire du désespoir. Chez certains de mes patients, et j'en avais un peu parlé dans le podcast qui traite de la génération 90, où je disais que justement j'avais certains patients aussi dont la préoccupation majeure était aussi cette inquiétude par rapport à l'avenir, à ce que va devenir le monde, l'environnement, la planète dans laquelle on vit, etc. Enfin, sur laquelle on vit. Et chez donc certains de mes patients, la culpabilité, elle est omniprésente. J'ai accompagné par exemple une personne qui a complètement arrêté de prendre l'avion par mesure écologique et enfin voilà par rapport à ses valeurs, par rapport à ça. C'était totalement donc cohérent avec ses valeurs, mais en fait derrière il y avait une frustration énorme, notamment une frustration de ne plus pouvoir voyager, découvrir des choses, des cultures, des modes de vie, ce qu'elle aimait faire auparavant. La frustration aussi de se sentir limitée et aussi de ne pas pouvoir offrir à ses enfants ce qu'elle-même a eu l'occasion de vivre avec ses parents, c'est-à-dire partir une fois de temps en temps dans un pays qui dépayse, enfin dans une destination qui dépayse, qui fait voir d'autres choses, d'autres manières de vivre, d'autres moyens, etc. Et donc de ne pas pouvoir offrir à ses enfants cette possibilité-là, là où finalement ses amis autour d'elle partent régulièrement à l'étranger et donc amènent aussi des souvenirs, des choses qu'elle a décidé de ne plus partager. D'autres me disent aussi qu'ils vont, par exemple, culpabiliser dès lors qu'ils vont prendre la voiture pour un trajet de moins de 20 minutes ou quand ils vont acheter, comme je le disais tout à l'heure, un aliment dans un emballage plastique et ils vont rapporter vraiment ce sentiment de ne jamais en faire assez
et ça va devenir pour ces patients que j'ai, sur du long terme, une véritable source d'épuisement. Et c'est d'ailleurs souvent à ce moment-là qu'ils viennent aussi consulter, même si c'est pas toujours le motif principal, donc l'éco-anxiété. Souvent ils le nomment pas vraiment, mais ils vont dire je suis dans un état d'épuisement, je me sens fatiguée, je culpabilise tout le temps, j'ai des ruminations tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'essaie de mettre du sens sur tout ce que je fais, etc. J'ai aussi des patients qui vont parler parfois d'un deuil permanent, le deuil d'un monde qui disparaît. Ça, c'est une patiente en particulier qui dit souvent ça. Oui, bah faut que je fasse le deuil. À chaque fois que je retourne à un endroit que j'ai déjà visité, ben je me rends compte que on a euh, on a enlevé les forêts, on a enlevé ci, il y a de plus en plus de bâtiments, etc., etc. Et donc ça peut donner lieu à un sentiment de paralysie, c'est-à-dire à quoi bon faire des projets, avoir des enfants, construire une vie de famille, si la planète court à la catastrophe. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai abordé dans le podcast sur la génération 90. C'est quelque chose qui est très générationnel, mais pas que, parce que j'ai aussi des patients qui sont plus âgés, qui évoquent aussi ce sentiment-là d'impuissance et presque oui, de sentiment de paralysie, de mais à quoi ça sert en fait de faire tout ce qu'on fait alors que on détruit tout en fait. À quoi ça sert d'aller bosser, de bosser pour des entreprises qui produisent, 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 alors qu'on sait aujourd'hui que surconsommer et surproduire est dangereux et nocif pour l'environnement, pour la planète. Alors, si on résume un peu, on peut imaginer que tout ça, ça s'inscrit dans un spectre, comme beaucoup de choses dans la psychologie, en fait, de toute façon. C'est qu'il n'y a pas soit de l'éco-anxiété, soit rien du tout, mais on va plutôt avoir d'un côté une anxiété modérée, mais qui peut être stimulante parfois, c'est-à-dire, bon, bah, j'ai conscience de cette menace réelle, ça me rend un petit peu anxieux, mais du coup, je mets en place des comportements, des habitudes, pour bah, essayer de limiter mon impact, etc. Mais ça peut aller aussi jusqu'à un autre extrême qui va être une véritable détresse qui peut paralyser, qui peut empêcher d'avancer et qui peut aussi s'accompagner d'émotions et de sentiments très désagréables, très inconfortables. Et ça peut mener, bien évidemment, à des troubles dépressifs ou des troubles anxieux très importants, très sévères. Alors, vous le savez, j'aime bien me référer aussi aux études, voir ce qui se dit dans la revue scientifique. Et ces dernières années, il y a vraiment beaucoup d'études qui ont tenté de mesurer l'ampleur de cette éco-anxiété, notamment chez les jeunes générations. Donc, en 2021, il y a une enquête internationale qui a été publiée dans The Lancet Planetary Health, qui a interrogé 10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans dans 10 pays différents. Donc c'est une étude qui est quand même assez chouette parce qu'elle recense vraiment une population qui est très hétérogène, en tout cas pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, mais une population hétérogène sur le plan des situations géographiques, des situations de vie, etc. Et les résultats sont assez frappants puisque 59% de ces jeunes se disent très ou extrêmement inquiets du changement climatique, donc presque 60%, ce qui est quand même assez conséquent. 45% déclarent que ces inquiétudes impactent de manière significative leur vie quotidienne, leur capacité à travailler, à dormir et à se projeter dans l'avenir. Donc là, on se réfère vraiment aux symptômes qui viennent altérer la qualité de vie, donc impacter la vie quotidienne. Et surtout, plus de 50%, donc plus de la moitié de ces jeunes interrogés, pensent que l'humanité est condamnée. Donc ça renvoie vraiment à un sentiment d'impuissance, à un fatalisme qui peut être bien évidemment très insupportable, très douloureux et très altérant pour la qualité de vie et pour la santé mentale lorsqu'on pressent ou lorsqu'on suppose que on est condamné à ce sort. Donc ces chiffres, ils traduisent une réalité très forte, c'est que l'éco-anxiété n'est pas marginale, elle traverse toute une génération. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit sondage sur Instagram il y a quelques jours au sujet de l'éco-anxiété où j'avais posé quelques questions et c'était assez significatif et on avait voilà des chiffres qui ressemblent aussi à cette étude avec quand même beaucoup de personnes qui expliquaient être étaient significativement angoissées lorsqu'ils pensaient à l'avenir de la planète, au climat et beaucoup disaient aussi, bah voilà, se sentir impuissant
par rapport à ce qui est en train de se passer, malgré le fait qu'au quotidien, ils mettent en place des habitudes, ils ont changé des habitudes. Enfin voilà, c'était d'ailleurs un sondage très intéressant. Donc merci à tous ceux qui y ont répondu. C'est chouette d'avoir votre avis avant de faire des podcasts comme ça. Au moins, je me base aussi un peu sur vos réponses pour pouvoir construire le podcast. Mais merci à ceux qui ont participé. Et puis c'est toujours intéressant de les comparer aux études que je lis aussi et voir si les gens qui me suivent peuvent aussi des fois montrer des processus assez similaires de ceux qu'on retrouve sur des études avec des cohortes beaucoup plus importantes. On retrouve aussi une prévalence plus élevée chez les jeunes et chez les personnes qui sont déjà vulnérables plus psychologiquement, ou encore chez celles qui vivent dans des régions qui vont directement être exposées à des catastrophes climatiques, par exemple des incendies, des sécheresses ou des inondations. On voit aussi ces dernières années que dans les îles, enfin en tout cas les zones tropicales qui vont être directement impactées par les cyclones tropicaux, on voit que la sensibilité au climat évolue beaucoup plus rapidement aussi que dans d'autres zones parce que les cyclones sont de plus en plus forts, de plus en plus fréquents, de plus en plus impactants. Donc forcément, les locaux, hein, les gens qui y vivent, vont avoir tendance à se sensibiliser plus rapidement sur cette cause écologique et de se dire mais si ça continue d'évoluer comme ça, que va devenir notre pays, notre île, notre terre, notre maison en fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'anxiété, c'est pas une pathologie rare, c'est même pas aujourd'hui considéré à proprement parler comme un trouble diagnostique, mais c'est plutôt une expérience qui est collective, diffuse et surtout qui touche de plus en plus de monde dans tout le globe. Hein. On n'est pas juste centré sur la France, mais vraiment, il y a beaucoup d'études qui évaluent cette éco-anxiété au travers du monde et on voit que c'est quelque chose qui a de plus en plus d'importance et qui prend de plus en plus de place chez les jeunes, mais pas que. J'insiste là-dessus. Je le disais un petit peu en introduction, je suis passée assez rapidement, mais je disais, est-ce que c'est une réaction normale ou est-ce que c'est au contraire une réaction irrationnelle? En fait, ça, c'est une question assez essentielle. Est-ce que l'éco-anxiété doit être considérée comme un trouble à soigner ou est-ce que ça doit être une réaction saine face à un monde qui change? C'était un petit peu ce que j'ai introduit tout à l'heure. Et en fait, la plupart des chercheurs et des cliniciens, et puis moi-même hein, dans ma pratique au quotidien au sein de mon cabinet, eh bien, on s'accorde à dire que c'est plutôt une réponse normale. L'anxiété, au départ, quelle qu'elle soit, hein, même pas juste l'éco-anxiété, mais l'anxiété de base, c'est une émotion qui est adaptative. L'anxiété, elle est là pour nous signaler un danger et donc pour nous préparer à l'action, pour nous pousser à agir dans le but de nous adapter et surtout de nous protéger du danger perçu. Eh ben, l'éco-anxiété, c'est un peu la même chose. Ça devient problématique, certes, quand elle envahit tout l'espace mental et lorsqu'elle conduit à un trouble de l'humeur, à une paralysie, etc. Mais quand elle nous permet, au contraire, comme vous l'avez répondu dans le sondage, hein, de mettre en place de nouvelles habitudes, de s'ajuster à ce changement et de se sensibiliser et de se dire, ah oui, je fais ça depuis 20 ans, mais en fait, c'est questionnant, c'est pas forcément adapté, donc j'essaie de faire différemment, j'essaie de m'ajuster, de m'adapter. Eh bien, quand on est dans cette émotion adaptative, c'est pas quelque chose de néfaste et c'est pas quelque chose qui est à soigner, à traiter. En revanche, comme je le disais, lorsqu'elle envahit tout notre espace mental, qu'elle crée des émotions si fortes que ça altère notre qualité de vie, eh bien là, oui, effectivement, elle ne nous stimule plus à l'action, elle ne nous permet plus d'agir, d'être dans l'action, donc dans l'adaptation face au danger, mais au contraire, elle nous empêche de vivre. C'est un peu comme si on la comparait à la douleur physique. Avoir mal, c'est désagréable, mais c'est un signal utile pour mettre en place des choses pour se soigner. Mais quand la douleur devient chronique et insupportable, là, il faut trouver des moyens de l'apaiser. Et voilà, c'est aussi ce que j'observe moi dans ma pratique au cabinet. Des jeunes qui vont me dire littéralement à quoi bon faire des études, à quoi bon avoir des enfants si tout s'écroule, si finalement le monde va s'enflammer et puis on va tous mourir d'une énième pandémie ou
ou mourir dans un feu de forêt, etc., ou d'un cyclone ou d'autres choses, eh ben là, on n'est plus seulement dans l'inquiétude et dans l'anxiété qui permet l'action, mais on est dans une véritable détresse existentielle. Et donc, quand on est plutôt de ce côté-là du spectre, eh ben, on va essayer de mettre en place effectivement des outils, des choses pour essayer d'apaiser ces ressentis, ces émotions. Donc d'abord, ça va être important de reconnaître les émotions qui sont en place, parce que les refouler, les minimiser, finalement, ne va faire que de les renforcer. Ça, on l'a déjà dit, mais je le répète. Donc on va nommer son anxiété, c'est ça qui va être important. Ce qui peut être aussi utile, c'est de partager son ressenti, d'en parler autour de vous, d'en parler avec vos proches, avec des professionnels de santé, bien sûr, lorsque ça prend encore plus de place. Et puis ensuite, ça va être de trouver un équilibre entre l'information et la protection, sans par exemple tomber dans l'extrême, c'est-à-dire que trop s'informer, passer des heures à lire des articles catastrophiques, à lire le nombre d'espèces qui a disparu en 2 ans, de lire le nombre de pays impactés par des catastrophes naturelles, bah forcément, certes, ça permet de s'informer et de pas être dans le déni et d'avoir conscience de la réalité du moment, mais forcément, ça va alimenter l'anxiété. Mais comme je le disais, se couper complètement des informations, à l'inverse, ça va créer un sentiment d'égoïsme, d'inauthenticité, avec l'idée que on fait l'autruche, on essaie de pas regarder la réalité parce qu'elle nous fait trop mal, et donc on préfère la refouler. Donc l'idée, c'est ni de trop s'informer pour se rendre vraiment malade de l'anxiété, ni de nier l'existence de toutes ces menaces écologiques. Donc c'est de trouver un équilibre en choisissant correctement ses ressources et en fixant des limites aussi. Ne pas toujours regarder, ça je l'ai déjà dit dans plein de podcasts, mais essayer de se détacher des informations télévisées et de choisir ses ressources plutôt en ressources par exemple de lecture, les journaux qui peuvent être aussi que vous pouvez lire depuis vos téléphones si c'est plus facile pour vous, mais plutôt la presse papier qui est moins impactante que les images que vous allez voir du panda coincé dans l'arbre enfin je vous dis ça parce que c'est une image qui m'avait marqué aussi quand il y avait les feux en Australie il y a quelques années, il y a eu d'énormes incendies, ben voilà, on voyait le koala bloqué en haut d'un arbre, on voyait les kangourous sauter par-dessus les flammes, enfin bien sûr que ça va vous impacter, ça va vous toucher, ça va vous tourmenter pendant plusieurs jours si vous êtes justement sensible à ça. Donc la presse papier, vous avez les mêmes informations, mais juste elles vont être moins traumatiques parce qu'il n'y aura pas toutes ces images, tous ces sons qui viennent alimenter la peur, l'anxiété et parfois le trauma. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans pas mal de podcasts, donc si vous les avez déjà écoutés, vous allez trouver que je radote, mais c'est juste pour préciser pour ceux qui éventuellement n'auraient pas écouté les autres podcasts. Donc voilà, essayez de choisir vos sources d'information, mais aussi de vous limiter à ces sources-là pour ne pas être informé et donc surexposé aussi à cette anxiété. Il se pose aussi souvent la question de l'action. Donc, beaucoup d'études montrent que l'engagement dans des comportements écologiques, comme par exemple réduire sa consommation, militer, rejoindre des associations, peut diminuer le sentiment d'impuissance. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'hyper-culpabilité qui nous donne l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Donc vous pouvez avoir des petites actions, comme par exemple faire le tri, recycler, manger moins de viande par exemple, enfin je sais qu'il y en a qui vont m'insulter si je dis ça, mais on a aussi beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que la surconsommation de viande n'est pas bonne pour l'écologie, mais bon, anyway, c'est pas vraiment le débat là, mais voilà, vous avez plein de petites manières de réduire votre impact votre impact sur l'environnement. Donc quel qu'il soit, que ce soit prendre le vélo avant de prendre la voiture, faire du covoiturage si vous êtes obligé de prendre la voiture. Enfin, il y a plein de manières donc d'agir, mais en se rappelant que on fait du mieux qu'on peut et que oui, on ne peut pas être toujours parfait. Il n'y a pas d'éco-geste parfait. Vouloir être irréprochable, c'est mettre la barre tellement haut qu'on finit par s'épuiser, par tomber dans justement cette idée d'impuissance, de fatalisme, qui en fait nous amène presque à lâcher totalement à la fin toutes les actions qu'on a mis en place. L'idée, c'est pas de viser la pureté écologique,
Mais c'est de trouver un équilibre entre ce qui est possible, cohérent dans votre vie et ce qui permet de continuer à vivre sereinement en adéquation avec vos valeurs et en respectant effectivement vos valeurs sur le plan écologique. Parfois, prendre l'avion, par exemple, ça peut être un choix très douloureux, mais si c'est pour retrouver des proches, se ressourcer, nourrir sa vie, ça reste légitime. L'enjeu, en fait, c'est de trouver du sens et d'essayer, de trouver du sens, mais pas de se martyriser d'une certaine manière et de trouver un équilibre. Par exemple, oui, si vous prenez l'avion tous les jours, peut-être qu'effectivement la culpabilité va être importante. Enfin, c'est normal. Mais si vous prenez l'avion une fois tous les 2 ans, euh, allez, une fois par an pour voir vos proches, vous ressourcer pour une question légitime, alors voilà, vous êtes en accord aussi avec vos valeurs familiales et c'est important d'y mettre du sens avant de se culpabiliser. Le soutien social, justement, quand on parle de proches, de famille, le soutien social, il est également central. Comme je le disais, n'hésitez pas à en parler avec des proches, à rejoindre des collectifs, à partager cette charge émotionnelle avec eux. Ça peut vraiment vous permettre de diminuer ce sentiment d'isolement et cette culpabilité qui peut être très lourde à porter seule. Et puis, sur un plan plus individuel, toutes les stratégies classiques de gestion de l'anxiété peuvent vous aider. Les TCC, thérapie cognitive et comportementale, la pleine conscience, l'ancrage corporel, la reconnexion à la nature, la reconnexion à ses valeurs, être aligné avec ses valeurs, quelles qu'elles soient, et pas justement que les valeurs écologiques, mais aussi les valeurs familiales, etc. Si c'est le cas, tout ça peut vous permettre de diminuer cette anxiété. Et puis, comme je le dis tout le temps à chaque podcast, il peut être nécessaire de consulter un professionnel, un psychologue, un médecin, un psychiatre, surtout si l'anxiété devient invalidante et s'accompagne de symptômes dépressifs ou que vraiment ces symptômes viennent altérer votre qualité de vie. Pour faire un peu écho à l'un des podcasts que j'ai publié il y a déjà quelques mois maintenant sur la crise un petit peu existentielle de toute une génération née dans les années 80-90. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'éco-anxiété, ce n'est pas simplement une peur. Elle pose une question existentielle, c'est comment vivre, comment trouver du sens, comment concilier toutes nos valeurs dans un monde qui est incertain et qui parfois aussi facilite des comportements qui s'opposent ou qui s'éloignent à nos propres valeurs. Donc cette éco-anxiété, d'une certaine manière, elle nous oblige à réinterroger nos valeurs, nos choix de vie, notre rythme de vie, notre rapport à la consommation, à la nature, à nos priorités. Et pour beaucoup, finalement, elle devient un moteur de transformation. Elle nous permet de ralentir, enfin en tout cas, elle nous invite à ralentir, à chercher plus de cohérence et puis à se reconnecter à l'essentiel. Donc dans ce sens, c'est pas que de la souffrance, l'éco-anxiété, ça peut être aussi parfois une boussole et un vrai remède aussi lorsqu'on est totalement désaligné entre son mode de vie et les valeurs de base qu'on souhaite incarner. Alors pour conclure, que retenir de cette éco-anxiété? L'éco-anxiété, c'est un terme qui est relativement récent, qui est un terme jeune, mais c'est une réalité qui est bien présente et qui n'est pas si récente que ça finalement. On voit que ça s'est interrogé déjà dans les années 1970 et peut-être même avant. Cette éco-anxiété, elle se manifeste par un ensemble de symptômes qui va de l'inquiétude passagère à la détresse profonde. Et on a vu qu'elle touchait particulièrement et principalement les jeunes, mais pas seulement. Moi, je le vois au cabinet, j'ai des personnes d'une cinquantaine d'années qui sont relativement anxieux, très très anxieux, autant que les jeunes d'ailleurs, par rapport à l'écologie, à la transformation du climat, etc. L'éco-anxiété n'est pas un trouble psychiatrique, mais c'est une réponse qui va être logique, adaptative à une menace collective réelle. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. Et puis l'enjeu, c'est de la reconnaître, de l'apprivoiser et de la transformer en moteur d'action plutôt qu'en un fardeau paralysant, culpabilisant qui viendrait donc altérer votre qualité de vie. Si vous ressentez cette éco-anxiété,
Sachez que vous n'êtes vraiment pas seul. Sincèrement, hein, au cabinet, j'ai beaucoup de personnes qui, à un moment donné dans la thérapie, l'abordent ou qui même des fois à la première consultation le verbalisent aussi. Et surtout, il existe des ressources dans l'action, dans les liens sociaux, dans la psychologie et aussi dans la recherche de sens en accord toujours avec ses propres valeurs. Ça vous appartient. C'est pas parce que vos voisins euh, consomment de cette manière que vous devez consommer de cette manière. Chacun ses valeurs, chacun le sens de sa propre vie et prenez le temps de vous questionner, de cheminer par rapport à ça. L'éco-anxiété, du coup, en somme, c'est le reflet de notre époque, hein, une époque qui n'est pas toujours facile, qui est pleine d'ambivalence avec une économie qui vise à la productivité. Il faut faire plus, il faut être plus rentable, etc. Et en même temps à tout un système social, mais aussi écologique qui tend au ralentissement, à vivre dans le mieux plus que dans le plus justement, avoir moins mais avoir mieux et c'est du coup cette éco-anxiété, c'est aussi une possibilité de se réinventer, de se questionner et de se réaligner à l'essentiel, à ce qui est important. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce sujet qui est finalement très vaste, hein. J'ai essayé de synthétiser au maximum. Je vous ai cité qu'une étude, mais il y en a plein. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me demander les liens qui dirigent vers les études pour que vous puissiez vous documenter, les lire, si ça vous intéresse. Encore une fois, je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des clés, peut-être un peu de réconfort, ou en tout cas, surtout l'envie de prendre soin de vous et de prendre soin de notre très belle planète, voilà, de prendre soin du monde qui nous entoure, celui sans lequel on pourrait pas vivre. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas, comme je le disais, à me mettre des petits commentaires, à me demander des précisions ou des liens qui mènent vers des études ou autres. N'hésitez pas, et je vous remercierai jamais assez de le faire, à partager, à liker ce podcast pour me donner plus de motivation, pour me permettre aussi de me mettre au boulot quand j'ai tendance à procrastiner comme cet été. Et puis à tous, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. À tout bientôt.